Quels acteurs et quelles actions ont permis depuis le siècle dernier de faire reconnaître les souffrances psychiques au travail? Et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de prévenir davantage ces souffrances? C'est à ces questions et à bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Rémi Ponge, sociologue, maître de conférences en sociologie à l'Institut régional du travail de l'Université d'Aix-Marseille. Rémi Ponge, bonjour. Bonjour. De quoi on parle lorsqu'on parle de souffrance au travail? Alors, lorsqu'on parle de souffrance au travail, on peut parler de plusieurs choses. Surtout, on a parlé de choses assez différentes selon les périodes. Et c'est très important d'avoir ça en tête parce que la manière dont on va parler des souffrances au travail, la manière dont on va désigner les problèmes, a une influence sur les causes qu'on va identifier à ces problèmes et donc, du coup, les solutions qu'on va proposer. Et je vais m'expliquer tout de suite. On a commencé à parler de souffrance au travail il y a très longtemps. Ça, c'est une chose importante à avoir en tête, c'est que c'est un sujet qui est très vieux. On a tendance à penser que c'est un sujet qui est né dans les années 2000, à la faveur des transformations du travail, des nouvelles formes de management et de l'accroissement de la compétition internationale, etc. Donc, ces facteurs-là, ils ont joué dans l'accroissement des souffrances au travail, on y reviendra, mais il n'a pas fallu attendre les années 2000 pour qu'il y ait des problèmes de souffrance au travail. Et en fait, dès le début du XXe siècle, dès les années 20, dès les années 30, plusieurs acteurs ont commencé à se préoccuper des problèmes de souffrance au travail. Et à l'époque, on parlait de fatigue nerveuse pour désigner une fatigue qui concernait des ouvriers qui travaillaient à la chaîne, dans les usines de montage d'automobiles, dans les usines de la métallurgie, et qui avaient une forme de fatigue bizarre que les acteurs de l'époque, des médecins, ne comprenaient pas bien, parce que ce n'était pas une fatigue uniquement physique. Et même après du repos, ces ouvriers-là, ils étaient encore épuisés, ils étaient déprimés, ils avaient des problèmes de sommeil, ils avaient des douleurs gastriques, etc. Et donc, du coup, c'était vraiment une forme de fatigue étrange. Et ça inquiétait d'autant plus les médecins et les employeurs de l'époque que cette fatigue, elle était de plus en plus répandue et elle concernait donc les ouvriers qui travaillaient dans les usines de travail à la chaîne, les nouvelles usines du capitalisme industriel qui se développaient énormément à l'époque. Il y a un film qui illustre très bien cette situation, c'est un film que beaucoup de gens connaissent, c'est le film Les temps modernes de Charlie Chaplin, où on voit au début de ce film Charlot qui travaille dans une usine, il est sur une chaîne de montage et il est chargé de visser des écrous sur des plaques métalliques à la chaîne. Et en fait, ce film, il est intéressant parce que c'est un blockbuster à l'époque, c'est-à-dire que c'est un film à très gros budget qui va être vu partout dans le monde. Et dès le début de ce film, se pose la question de la fatigue nerveuse parce que après avoir travaillé pendant des heures à la chaîne, Charlie Chaplin, il va faire ce qu'on appelle à l'époque une crise de nerfs, il va péter les plombs, il va continuer à faire le geste de visser les écrous malgré le fait que son travail soit terminé et qu'il soit plus sur la chaîne. Et à la fin de son passage à l'usine, il est envoyé en hôpital psychiatrique pour justement une crise de nerfs et des problèmes de fatigue nerveuse. Et donc ce film, il nous montre que dès les années 30, commence à être identifiée cette fatigue associée à l'époque à un travail à la chaîne, qui est un travail qui est très monotone, très répétitif, où il y a des fortes cadences de travail, etc. Et qui inquiète donc les médecins et les employeurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que cette fatigue-là, elle alimente les contestations ouvrières. À l'époque, on ne se préoccupe pas franchement de la santé de ces ouvrières, on se préoccupe plutôt de est-ce que ça va générer des grèves, est-ce que ça va renforcer la syndicalisation, est-ce que ça va empêcher la productivité dans les usines. Et c'est un mouvement international, il va y avoir des recherches qui vont être mises en place en Angleterre, aux États-Unis, à Harvard, mais aussi en France. Donc c'est un sujet très présent à l'époque. Et pourquoi je prends le temps de m'arrêter sur ce sujet-là, c'est que ces formes de travail-là, extrêmement répétitives, à la chaîne, avec très peu d'autonomie, elles sont encore présentes aujourd'hui. On va les retrouver, par exemple, dans les abattoirs, ici en France, on va les retrouver dans les entrepôts de la logistique, on va les retrouver sur des usines qui font du conditionnement, des usines de production, etc. Donc ces conditions de travail-là sont loin d'avoir disparu. Aujourd'hui, on ne parle plus de fatigue nerveuse, mais on parlerait par exemple de burn-out pour désigner des formes de souffrance identiques à celles qu'on avait identifiées à l'époque. Et une dernière chose très importante, c'est que contrairement à l'image qu'on peut avoir, les ouvriers et les employés, notamment qui ont un travail très répétitif et monotone, sont celles et ceux qui sont le plus concernés par les souffrances au travail, le plus exposés à des facteurs de risque dangereux pour leur santé mentale. Et ça, c'était déjà le cas dans les années 30, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et depuis les années 30, pour terminer, les catégories pour parler de souffrance au travail ont beaucoup évolué, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir. On a parlé de fatigue nerveuse, on a parlé ensuite beaucoup de stress, aujourd'hui on parle de burn-out. Selon les situations, selon les époques, il y a différentes manières de saisir ces problématiques-là.
Qu'est-ce qui a favorisé, au gré des décennies, l'élaboration et la discussion, ou au contraire la mise à l'écart des questions de souffrance psychique au travail? Alors, ce qui a favorisé la mise en discussion de ces questions-là, c'est plusieurs facteurs. Et le premier d'entre eux, c'est les mobilisations des travailleurs, des travailleuses et des syndicats sur ces questions-là pour dénoncer les souffrances vécues par les salariés et pour les faire reconnaître et les faire prendre en charge par les directions d'entreprise. Et c'est ces luttes-là qui traversent le siècle, hein. Les souffrances au travail, elles ont commencé, comme je le disais, dès les années 30 à être identifiées. Et en fait, des années 30 à aujourd'hui, on peut retracer toute une histoire de lutte sociale, syndicale, et c'est ce que je me suis efforcé de faire dans mon ouvrage, se tenir debout. Il faut bien voir que s'il n'y avait pas eu toutes ces luttes syndicales de travailleurs et de travailleuses, probablement qu'on ne serait pas en train de faire cette interview aujourd'hui, probablement qu'on ne parlerait pas de souffrance au travail. Et un bon exemple de ça, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de souffrance au travail, enfin de santé au travail, dont on parle très peu aujourd'hui. Euh, voilà, la question de certains cancers professionnels, des problèmes de dos qui peuvent être liés à l'activité professionnelle, qui sont des problèmes qui sont invisibles. Et la particularité des souffrances au travail, c'est d'être très visible publiquement, médiatiquement, et cette visibilité, elle est vraiment due à ces mobilisations sociales-là. Je donne un exemple historique important. Dans les années 50-60, il va y avoir des mobilisations de femmes qui travaillent à l'époque dans les PTT, donc les postes et les télécommunications, qui est l'ancêtre de France Télécom Orange. Et ces femmes, ces téléphonistes, elles sont chargées de faire le lien entre la personne qui appelle et la personne qu'elle souhaite joindre. Et cette situation, elle est particulièrement intéressante parce qu'en fait, c'est des mobilisations pionnières, c'est des mobilisations de femmes peu diplômées, employées, mais c'est grâce à la mobilisation de ces femmes qui vont dénoncer le côté monotone, extrêmement répétitif de leur travail, le côté pénible, les horaires à rallonge, parce qu'à l'époque, elles font des semaines de 40, 50 heures, elles travaillent parfois en horaire décalé, parce que il faut pouvoir assurer les communications téléphoniques durant toute la journée et la nuit également. Et en fait, ces femmes-là, elles vont se mobiliser pour dénoncer leurs conditions de travail et elles vont prendre à rebours tout un discours patronal et médical de l'époque qui dit que en fait, si ces femmes, elles ont des problèmes de fatigue nerveuse, si elles sont épuisées, si elles n'arrivent plus à se lever le matin malgré le fait elles se soient reposées, etc., si elles ont des problèmes d'irritabilité, elles sont déprimées, bah, pour la direction des PTT et pour tout un tas de médecins, c'est parce que ce sont des femmes. Et donc du coup, parce que ce sont des femmes, donc elles sont plus fragiles, elles ont les nerfs plus facilement à vif. À l'époque, on dit elles sont plus facilement irritées, etc. Donc, en gros, c'est des discours sexistes qui renvoient vers ces femmes et vers leur nature supposée de femmes la cause de leurs problèmes. Et il y a un autre registre argumentatif qui est de dire, bah, en fait, c'est aussi peut-être parce qu'elles ne sont pas suffisamment formées ou suffisamment compétentes pour le métier, donc on les a mal sélectionnées. Et tous ces discours-là, ils occultent complètement le rôle des conditions de travail de ces femmes. Et ces femmes-là, elles vont se mobiliser justement contre ce discours-là, avec l'appui de la CGT. Et là, ce que va faire la CGT, donc la Confédération Générale du Travail, qui est à l'époque le premier syndicat en France, elle va demander l'aide de scientifiques pour mener des études, pour voir qu'est-ce qui pose problème dans les conditions de travail de ces femmes-là. Et ces études, elles vont montrer que c'est pas un problème de fragilité féminine, c'est pas un problème de nervosité, et c'est pas non plus un problème de mauvaise sélection de la main-d'œuvre, c'est un problème de conditions de travail, et c'est lié au fait qu'elles ont des conditions de travail très monotones, très répétitives, elles ont très peu d'autonomie, elles ont des cadences de travail qui sont, à l'époque, on dit infernales, et c'est tout ça qui génère leurs problèmes de santé au travail. Et donc, cette mobilisation, je la trouve exemplaire à plusieurs points. C'est que ça nous montre que, en France en tout cas, c'est grâce à ces mobilisations de femmes qu'on a commencé, ou en tout cas qu'on a parlé de fatigue nerveuse de manière très importante et que ça a donné de la visibilité à ce sujet. Et ça nous montre aussi que dès cette époque-là, évidemment, il y a des discours patronaux, médicaux, qui individualisent ces problèmes de santé au travail et qui remettent la faute sur l'individu et pas sur les conditions de travail. Et ce que j'ai cherché à montrer dans mon ouvrage, c'est que aujourd'hui, on est en 2025, on n'est plus en 1950, mais les conditions de travail de ces femmes, elles sont loin d'avoir disparu. Par exemple, il y a le syndicat Sud Solidaire qui a mené une étude dans les centres d'appel auprès de 3000 salariés et qui a montré que ces salariés, ils avaient des problèmes de souffrance au travail et les conditions de travail de ces salariés, elles sont très proches des conditions de travail qui étaient celles de ces femmes, avec un travail monotone, répétitif, très peu d'autonomie, très peu de temps de pause, etc. Et donc, il ne s'agit pas de dire que rien n'a changé, mais il s'agit de voir que
même s'il y a des évolutions technologiques, même si aujourd'hui on parle beaucoup de l'IA, etc., il y a des conditions de travail qui perdurent et il y a des catégories de salariés, en l'occurrence des personnes qui sont employées, parfois peu diplômées, etc., qui sont très lourdement concernées encore aujourd'hui par les problèmes de souffrance au travail. Et qu'est-ce qui a fait que les organisations syndicales ont pu se saisir de ces questions de souffrance psychique? Ou qu'est-ce qui a fait par moment qu'ils n'ont pas pu se saisir de ces problématiques? Alors, ce qui fait que les organisations syndicales s'en sont saisies ou pas, c'est souvent un ensemble de facteurs. Le premier, c'est qu'il faut que leur attention, on va dire, soit attirée sur cette question-là de la souffrance au travail. Et ça passe le plus souvent par le fait qu'il y ait des mobilisations dans des entreprises contre les conditions de travail, les mauvaises conditions de travail. Mais c'est pas le seul facteur. Ce que j'ai étudié dans mon ouvrage, c'est d'essayer de regarder en fait quelles étaient les personnes au sein des organisations syndicales qui étaient chargées de s'occuper des questions de santé au travail et de regarder quelle était la trajectoire de ces personnes-là, quelle était leur formation, quel était leur niveau de proximité à des mobilisations sociales ou au contraire leur niveau d'éloignement. Et c'est justement ce que permet de faire la sociologie, c'est-à-dire de resituer des pratiques, des mobilisations dans des contextes plus structurels et de regarder en fonction des caractéristiques socio-biographiques, on va dire, socio-démographiques des individus, qu'est-ce qui favorise ou non la prise en charge de ce sujet. Et donc très concrètement, j'ai montré que quand c'était soit des militants des organisations syndicales qui étaient proches des mobilisations sociales dans les entreprises, ou alors des militants syndicaux qui avaient déjà une formation scientifique ou une proximité avec des milieux scientifiques qui menaient des études sur les questions de souffrance au travail, ça, c'était des choses qui renforçaient leur intérêt sur ces questions-là. Et bien souvent, on observe, selon les périodes, que c'est lorsque, par exemple, la CGT des années 50, 60 était proche d'un psychiatre engagé qui s'appelait Louis Le Guillan, que ça a permis de produire des connaissances sur la situation des femmes au téléphone. Une dizaine d'années plus tard, on s'aperçoit que la CFDT était très proche des ergonomes du Conservatoire national des arts et métiers, qui commençaient à étudier le travail d'une nouvelle manière et qui permettait de donner des outils pour comprendre quelles sont les formes d'organisation du travail qui génèrent de la souffrance. Et tout au long du siècle, on a eu des collaborations entre des syndicats et des scientifiques qui ont permis d'objectiver les problèmes de souffrance au travail, de montrer le rôle de l'organisation du travail, de montrer le rôle des mauvaises conditions de travail. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc on a cette proximité éventuelle aux mobilisations de travailleurs, on a cette dimension sur est-ce qu'on a des syndicalistes qui ont une appétence pour la science ou déjà des relations avec des scientifiques ou qui ont eu des formations. Et on a aussi un enjeu plus propre aux organisations syndicales, c'est-à-dire est-ce que lutter sur les questions contre les souffrances au travail, ça apparaît comme étant un enjeu syndical. Et alors là, ça a été très variable selon les périodes. Et on s'aperçoit que c'est lorsque la lutte pour les conditions de travail, elle rencontre justement des enjeux de syndicalisation, elle rencontre des revendications déjà existantes dans les organisations syndicales, comme par exemple la dénonciation du capitalisme dans les années 50 pour la CGT, que justement les organisations syndicales vont être encore plus intéressées pour s'emparer de ces questions-là. C'est là où des fois ça a un peu à choper, c'est-à-dire que on a eu des périodes où on a eu des syndicalistes très mobilisés sur les questions de souffrance au travail, et on a eu des moments historiques, notamment dans les années 80, où les syndicalistes de la CFDT, qui est la Confédération française et démocratique du travail, ou la CGT, qui en fait se sont un peu détournés de ces questions-là pour se mobiliser sur d'autres revendications. Par exemple, à partir des années 80, il y a une très forte désyndicalisation liée à la désindustrialisation, à la fermeture des mines, des grandes usines de la métallurgie qui sont fermées, délocalisées dans d'autres pays. Euh, et donc, la question de la lutte contre la syndicalisation à la CGT va devenir fondamentale et va comment dire, faire passer un peu au second plan, pendant un temps au moins, cette question de la lutte contre les conditions de travail. Et de la même manière, à la CGT, la lutte pour la préservation de l'emploi ou la lutte pour préserver un droit du travail qui soit protecteur, parce qu'à partir des années 80, c'est le moment de l'avènement du néolibéralisme, on a tout un tas de réformes qui visent à fragiliser le code du travail, à flexibiliser le travail, etc. Ah ben ça va devenir une priorité syndicale pour la CGT et ça va faire passer un peu au second plan les questions de santé au travail qui vont revenir après dans les années 90-2000. Donc on observe des variations selon les périodes historiques qui peuvent être assez fortes. Et la particularité, peut-être pour conclure, de la période dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une sensibilité de l'ensemble des organisations syndicales aux questions de santé au travail qui est très forte.
beaucoup plus qu'elle ne l'a jamais été. Donc ça, c'est quand même un changement important. Et en même temps, la santé au travail n'est pas toujours une priorité des organisations syndicales. Et un dernier élément de compréhension de ça, c'est d'avoir en tête que, à la différence d'autres sujets, la santé au travail n'est pas un sujet politique débattu publiquement. Par exemple, à l'occasion des campagnes présidentielles, on parle très peu de la santé au travail, alors même qu'on va parler du pouvoir d'achat, on va parler du chômage. Et la santé au travail, historiquement, du côté politique, ça a toujours été un sujet un peu secondaire, qui faisait l'objet de peu de débats. Et ça fait que c'est aussi difficile pour les organisations syndicales d'imposer ce sujet-là dans le débat public. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que des fois, les organisations syndicales se font aussi prendre un peu dans ce jeu où on va plutôt avoir tendance à penser que la lutte pour l'emploi, la lutte pour les salaires sont davantage des priorités, beaucoup plus que les questions de santé au travail. Et ça contribue à certains moments à les invisibiliser, ces sujets-là. Et justement, puisque tu as parlé de pouvoir public, tu as parlé aussi des instances patronales. Donc, qu'est-ce que l'on peut observer au fil des années du positionnement de ces acteurs-là? Donc, des acteurs autres que les syndicats par rapport à cette problématique. Quel a été leur positionnement? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire ou pas faire justement pour travailler sur ces questions? Ce qu'on observe du côté de l'État, justement, et notamment du ministère du Travail, c'est une position de retrait pendant de très nombreuses années sur ce sujet-là. C'est-à-dire que au début du XXe siècle, quand se développe la réglementation fortement autour des questions de santé au travail, et notamment de maladies liées au travail, le choix politique qui va être fait, c'est de dire que l'État va très peu s'occuper des questions de santé au travail. Et il va donner la responsabilité de ce sujet-là aux organisations syndicales et aux organisations patronales. Et l'État fait ce choix, notamment pour pas contrarier les intérêts économiques des entreprises, c'est-à-dire pour pas avoir à prendre des réglementations qui contraindraient davantage les entreprises, qui seraient peut-être contraires aux revendications des organisations patronales. Et donc l'État s'est mis en retrait sur ce sujet-là en disant c'est l'affaire des partenaires sociaux, donc c'est à eux de négocier sur ce sujet. De négocier les maladies qui vont être reconnues comme étant d'origine professionnelle et pouvoir faire l'objet d'une indemnisation par la sécurité sociale, par exemple, qui vont négocier éventuellement des normes de sécurité, des politiques de prévention, etc. On pourrait se dire, c'est normal, c'est en soi une bonne idée parce que c'est les premiers acteurs concernés. Le problème de ça, c'est que dès lors que les organisations syndicales et patronales ne sont pas d'accord, en fait, c'est le statu quo qui prévaut et il n'y a aucune avancée. Et c'est ce qui s'est passé sur les questions de souffrance au travail. Alors même que dès les années 30, dès les années 40, 50, on se pose déjà la question de reconnaître en maladie professionnelle la fatigue nerveuse, en fait, comme les organisations syndicales ont toujours été opposées à cette reconnaissance-là, et le sont encore aujourd'hui, en fait, la reconnaissance en maladie professionnelle, par exemple, d'un burn-out, aujourd'hui est très compliquée, pour ces raisons-là. Parce que les organisations patronales ont toujours refusé de créer ce qu'on appelle un tableau de maladie professionnelle qui permet cette reconnaissance. Il y a eu un blocage patronal depuis plus d'un siècle, et il y a eu une position de l'État qui a toujours été une position de retrait, voire depuis les années 80-90, l'État, par-delà les alternances politiques, travaille à fragiliser les protections qui sont dans le droit du travail. Donc très concrètement, ça veut dire flexibiliser le droit du travail avec davantage de contrats qui ne sont pas des CDI, qui sont des contrats précaires, des contrats courts. Ça veut dire diminuer le pouvoir des organisations syndicales. Donc la configuration et le rôle de ces acteurs-là, elle est celle-ci, quoi. Un État qui a été très en retrait, qui s'est très peu occupé de ces sujets-là, voire maintenant qui joue un rôle actif de fragilisation du droit du travail et du coup des travailleurs et des syndicats, et un patronat qui s'est distingué, on pourrait dire, par la constance de ses positions et par la constance de son opposition à une meilleure reconnaissance de la souffrance au travail, mais même plus largement à une meilleure reconnaissance des problèmes de santé au travail, et une meilleure indemnisation, une meilleure prévention. Et je finirai en donnant un chiffre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a moins d'un quart des entreprises qui mettent en place des changements pour lutter contre les souffrances au travail. Donc moins d'un quart des entreprises, c'est vraiment très peu. Et ça, c'est une enquête du ministère du Travail qui le montre. Voilà, donc ça nous montre vraiment le décalage entre la place prise par les problèmes de souffrance au travail dans le débat public et la faiblesse de la prévention dans les entreprises. Malgré tous les discours autour des risques psychosociaux, par exemple, qui se sont beaucoup développés à un moment donné. Absolument. Et c'est une situation qui peut paraître très paradoxale, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé de souffrance au travail. Donc on peut avoir
Ça peut nous laisser penser que, on a vachement avancé en termes de prévention, que les choses ont bougé et cetera. Alors, c'est vrai dans certains cas, il ne s'agit pas de dresser un tableau plus noir que ce qu'il est, mais la réalité des pratiques nous montre que soit les entreprises ne s'en préoccupent pas, donc elles vont être, dans une forme de déni de la réalité des souffrances au travail. Elles vont renvoyer ces souffrances au travail aux personnes en disant que, les personnes qui sont en burn-out, c'est parce que, elles ont des problèmes dans leur vie familiale, voire c'est des personnes qui sont fragiles, qui gèrent mal la pression, qui sont peut-être incompétentes et cetera. Donc là, on met la responsabilité sur l'individu. Ou alors une autre stratégie, de la part des entreprises, c'est de mettre en place des pratiques, mais uniquement individuelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas toucher à l'organisation du travail, on ne va pas diminuer par exemple votre charge de travail, on ne va pas vous donner plus d'autonomie dans votre travail, on va vous permettre de consulter gratuitement un psychologue si vous en avez besoin, on va vous permettre de faire une formation à la gestion du stress, on va mettre en place une offre pour faire du yoga, de la sophrologie, éventuellement du sport le midi dans l'entreprise. Maintenant, quelque chose qui se développe beaucoup avec ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, c'est le fait d'aménager d'aménager des espaces verts dans les entreprises, de créer des salles de pause, de mettre des baby-foot, etc. Alors, toutes ces choses-là sont importantes, mais elles n'agissent pas sur la cause des problèmes, qui est vraiment l'organisation du travail. Et tu peux nous dire un mot aussi autour de l'usage de la recherche scientifique et des travaux scientifiques? Oui, alors il faut voir qu'il y a eu effectivement beaucoup de controverses scientifiques, et ça c'est aussi une stratégie patronale qui a été bien documentée par tout un tas de travaux scientifiques. Alors moi je l'ai fait sur les questions de souffrance au travail, mais ça avait été fait aussi avant ça sur voilà, des choses qui sont connues sur l'industrie du tabac, sur l'agro-industrie, etc. En fait, une des stratégies patronales, dès lors qu'on ne peut plus nier la réalité des problèmes de santé au travail, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème de souffrance au travail dans les entreprises, ce qui a été leur stratégie pendant des années. La deuxième stratégie, c'est de dire, on va alimenter la controverse pour dire que en fait, c'est des problèmes individuels. Et du coup, c'est pas des problèmes d'organisation du travail, et donc du coup, c'est pas un problème, c'est pas de la responsabilité de l'employeur, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est les employeurs qui décident de l'organisation du travail, et donc du coup, c'est les employeurs qui décident ou non de faire travailler les gens dans de mauvaises conditions. Et donc, dans l'histoire des souffrances au travail, on observe que les organisations patronales sont allées chercher des scientifiques, ou des pseudo-scientifiques parfois, qui étudiaient justement le stress, par exemple, et qui étudiaient comment est-ce que le stress variait d'un individu à l'autre, c'est-à-dire comment le stress dépendait de la perception que les personnes avaient de leurs ressources, la perception qu'elles se faisaient de leurs problèmes et de leurs conditions de travail, etc. Et donc, il ne s'agit pas de dire que la manière dont on perçoit ses propres conditions de travail n'a pas d'influence sur les questions de souffrance au travail, mais ce discours-là, quand il a été utilisé par les organisations patronales, il visait précisément à occulter le rôle de l'organisation du travail. Alors même que, sur cette question du stress au travail, par exemple, on a tout un tas de recherches en épidémiologie, en médecine, en psychologie, en sociologie, qui montrent des liens très étroits et très solidement établis scientifiquement entre des mauvaises conditions de travail et des problèmes de santé mentale, voire de santé physique. Je prends un exemple, il a été démontré dès les années 70 que quand on a une charge de travail importante et en même temps très peu d'autonomie dans son travail, le risque d'avoir à la fois des troubles cardiovasculaires, des troubles digestifs, etc., il augmente énormément, mais aussi le risque de faire une dépression, d'avoir des troubles anxieux ou des troubles suicidaires. Et ça a été établi à partir des années 70, et depuis on a énormément d'études qui montrent des liens de ce type entre des mauvaises conditions de travail et des problèmes de santé physique mais mentale. Et donc aujourd'hui, en 2025, c'est plus possible de dire que on n'a pas fait la preuve de ces liens-là entre le travail et la souffrance au travail. Dire ça, c'est remettre en cause une montagne de connaissances scientifiques. Et donc, malgré cette montagne de connaissances scientifiques, il y a encore des acteurs patronaux ou autres qui vont tenter de nier le rôle du travail dans les souffrances. Et ça, c'est un vrai problème. Et j'ai le sentiment que depuis quelques années, on est dans un mouvement de retour en arrière. C'est-à-dire que à partir des années 2010, avec les suicides chez France Télécom, la production de tout un tas de recherches, avec des travaux qui avaient fait date, on avait pu trancher un peu cette controverse scientifique. Et aujourd'hui, peut-être parce que les mouvements syndicaux sont un peu plus affaiblis, parce que la conjoncture politique est défavorable, etc., on a un retour en force de ces discours individualisants et psychologisants qui vont nous dire que les problèmes de souffrance au travail, les problèmes de santé mentale sont d'abord des problèmes individuels
et qu'il ne faut pas agir sur le travail, mais agir sur les individus. Et donc, à ton avis, quels sont les risques de prendre vraiment au sérieux ce lien entre souffrance au travail et organisation du travail? Alors c'est une excellente question. Bah, le risque pour les employeurs et pour les organisations patronales, c'est de devoir partager le pouvoir dans les entreprises, en fait. Euh, Parce que la question que posent frontalement les souffrances au travail et les risques psychosociaux, c'est celle de dire est-ce que les salariés, ils ont leur mot à dire dans la manière dont est organisé leur travail? Est-ce qu'ils peuvent choisir, par exemple, les logiciels avec lesquels ils peuvent travailler? Est-ce qu'ils peuvent choisir la manière dont vont être organisés les bureaux? Est-ce qu'ils peuvent choisir librement ou pas comment est-ce qu'ils vont s'organiser avec leurs collègues, les temps de collaboration, les temps de réunion? Alors, il y a plein d'endroits dans lesquels les salariés ont cette autonomie-là, mais il y a beaucoup d'endroits dans lesquels ils n'ont pas cette autonomie. Et la question de l'autonomie, c'est vraiment un levier très fort pour lutter contre les problèmes de souffrance au travail. Ça a été établi scientifiquement. Mais reconnaître la réalité des souffrances au travail, ça supposerait de modifier l'organisation du travail pour les employeurs, donc de remettre en cause des choix stratégiques, économiques, et ça supposerait très certainement de partager le pouvoir de décision avec les salariés. Et ça, on observe malheureusement à travers l'histoire et à travers aussi tout un tas de procès qu'il y a eu sur ces questions-là, que les employeurs refusent, dans la majorité des cas, de partager le pouvoir de décision avec les salariés. Et ça, c'est vraiment un point dur et un point très problématique. Et donc, pour conclure, quelles sont les marges de manœuvre que tu identifies aujourd'hui pour les syndicalistes, mais aussi auprès d'autres acteurs pour traiter ce sujet? Alors, les marges de manœuvre, il y en a plusieurs. La première, c'est de s'appuyer sur les connaissances scientifiques dont on dispose. Il y a énormément de connaissances scientifiques solidement établies. Il y a eu voilà, le rapport qui a été rédigé en 2011 par le collège d'expertise réuni par Michel Golac, qui était un sociologue, et Marceline Baudier, qui a permis justement d'établir un consensus en faisant la synthèse de tout un tas de travaux de recherche sur quels sont les facteurs de risque qui sont dangereux pour la santé mentale. Donc il n'est plus besoin de reprouver que si un salarié est exposé à ces facteurs de risque-là, que c'est dangereux pour sa santé. C'est la même manière, c'est la même logique qu'une personne à qui on ferait porter des sacs de ciment sans discontinuer toute la journée. On sait que cette personne-là, elle a des chances immenses de développer des problèmes de dos et de se casser la santé. Ah bah, sur les risques psychosociaux, c'est pareil. Donc, c'est de ne pas se laisser entraîner dans les controverses que continuent à alimenter les directions d'entreprise, des fois par méconnaissance, et de s'appuyer en disant, voilà, ces risques-là, ils sont identifiés, ils sont reconnus comme étant dangereux. Euh, Ce que nous dit le droit du travail, c'est que l'entreprise doit prévenir ces risques. Je pense qu'il est aussi possible d'imaginer une alliance des forces, on pourrait le dire comme ça, entre des organisations syndicales, justement, entre des scientifiques et entre des associations, des responsables politiques, des professionnels aussi, des inspecteurs du travail, des médecins, des experts, qui sont nombreux à être sensibilisés à ces questions-là et qui sont nombreux à être mobilisés pour changer les choses dans les entreprises, pour améliorer la prévention. Je pense qu'on gagnerait beaucoup aussi à essayer de penser des alliances voilà, pour pousser une réglementation plus favorable sur ces questions-là, et pour aussi essayer de penser peut-être d'autres pratiques ou d'autres manières de créer un rapport de force dans les entreprises. C'est ce qui a été fait lors des suicides chez France Télécom, la vague de suicides qu'il y a eu chez France Télécom. Il y a eu une alliance entre des scientifiques et des syndicalistes qui a permis d'objectiver les effets délétères des réorganisations qui étaient mises en place par la direction de France Télécom sur la santé des salariés. Et c'est ce qui a donné lieu après ensuite qui a permis de dénoncer ces transformations, d'aller devant les tribunaux pour obtenir justice, etc. Donc je pense que ça c'est une des voies importantes pour essayer de faire la différence sur ces questions-là. Rémi Ponge, merci. Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine notre épisode consacré à la lutte contre les souffrances au travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire l'ouvrage de Rémi Ponge, Se tenir debout, un siècle de lutte contre les souffrances au travail, paru aux éditions La Dispute en 2025. Je vous remercie et à très bientôt.